les gars, c'est Loïc Fit, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va concerner les cuisses. Et ouais, on y retourne. Je pensais que j'avais abordé tous les sujets, que j'étais le plus expérimenté. Pas du tout, pas du tout. Je suis une merde. Et je me suis aperçu de quelques petits paramètres dont j'aimerais vous parler. Je vous le dis tout de suite, pour cette vidéo, je me suis vraiment appuyé énormément de la méthode Delavier 2, Monsieur Delavier Gundil qui ont fait cette pépite. C'est l'une des bases à se constituer pour sa bibliothèque. Mais je trouvais ça intéressant de mettre ce qu'il y a en écrit, en images, en vidéo animée, tout cela. Il y a des gens qui aiment faire la muscu de manière plus cool, tu vois, sans forcément comme nous, on est là à tryhard, à faire les puristes, mais qui aimeraient se documenter sans devoir se taper un bouquin de 300 pages. Donc, on va essayer cette forme-là, et puis c'est tout. Un petit peu d'histoire très rapide. Qui a déjà entendu un vieux, un ancien puriste dire le squat, best exercice, c'est la base de la muscu, on n'a pas besoin de matériel, de chandelles et une barre, c'est la fête, puis faut mettre lourd. Qui l'a déjà entendu? Moi, et j'ai dû possiblement le citer aussi. Dans la réalité, bien sûr, à l'opposé de ce discours un petit peu trop extrémiste, enfin il y a deux types de squatteurs. Il y a le brave squatter et le mauvais squatter. Le brave squatter, c'est quoi? C'est le mec qui va arriver à garder une position droite sur son squat et qui n'a pas de difficulté à développer ses cuisses. Je pense faire partie de ce type de squatter. Sans prétention, juste une constatation. Je suis très nul au bench par exemple. Et bien sûr, le mauvais squatter. Le mauvais squatter, c'est qui? C'est le squatter qui va être en position plongeant, qui va aller bien sûr au-delà des blessures, la porte de l'hernie discale au bout de quelques années sûrement. Il ne faut pas se leurrer, le squat n'est pas bon pour tous les pratiquants, pour tous les bodybuilders, pour tout cela. Le squat ne peut pas être propre à tous les gens. Bien sûr, comme certains ont du mal à prendre en cuisse, ils vont s'acharner sur l'exercice du squat alors qu'ils n'ont pas la bonne morphologie et ils vont à la blessure. Il y a une petite étude du bouquin Fry 1988 qui a dressé deux portraits robots des bons squatteurs. Le bon squatter parce qu'il est petit et ça compose 36% des bons squatteurs. Il est petit donc forcément il garde le dos plus droit, le centre de gravité est plus proche, tout va très bien, on peut faire cet exercice. Il y a aussi 33% des bons squatteurs qui ont un rapport jambe-torse différent et de ce fait les fémurs plus courts et une facilité à effectuer l'exercice du squat. Je suis dans cette catégorie-là parce que je mesure 1m82, ce qui peut être considéré comme grand dans la musculation, mais par le biais de cet avantage en longueur de fémur, je suis classé dans la bonne catégorie des bons squatteurs. Conclusion. Il est cité également dans le livre, étant donné que la population mondiale a tendance à être de plus en plus grande, le squat pourrait d'ici quelques années ne pas convenir à beaucoup de personnes du coup, ce qui est dommage. Donc essayez de rester petit, je sais pas. Les gars, je vais vous faire plaisir, un petit paragraphe, une petite plaidoirie contre le squat dans cette vidéo afin de la citer si vous voulez vous en servir comme excuse pour skip les legs. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour vous. On va aller à l'inverse de la théologie des puristes, du dogme. Le squat demande énormément de technique que si tu ne pratiques pas l'entraînement, tu auras peu de chances de te sentir à l'aise sur le moment venu. Par le biais de cette technique précaire, l'équilibre en devient aussi précaire. Tu te retrouves vite en position funambule parce que tu te dis à tout moment si je pète un peu trop sur la droite, je penche à gauche, tu vois. Il comprime la colonne vertébrale. Combien d'entre vous ont vu des potes ou des anciens dire voilà, j'ai mon dos il est flingué, j'ai squatté trop de fois, j'ai mis trop lourd dans le passé. On en y vient. Encore par le fait d'une technique trop précaire, on ne sait pas bien respirer et de ce fait tu te retrouves à faire de l'apnée sous la barre de squat et en 8 reps tu as un malaise vagal mon pote et tu pars en position hosto en PLS et tu tapes la honte devant tout le monde. On passe sur le côté prévention santé. Pourquoi le squat est mauvais? Parce qu'il fait monter la pression artérielle. T'as bien compris que si tu te mets accroupi, qu'on te met un poids et que tu gaines, mon pote, t'as une pression qui monte, peut-être pas conseillé aux personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Alors maintenant les gars, on va passer sur le squat cul à terre et le demi-squat. Les inconvénients et les avantages de chacun. Donc je vais pouvoir enfin faire mon mea culpa sur le squat. Le squat cul à terre, un travail complet. Bah oui, t'as vu l'amplitude, le machin, un développement optimal. Le temps sous tension est prolongé.
un avantage supplémentaire pour le développement. On en revient encore sur l'amplitude. Est-ce que tu as vu l'étirement qu'il nous donne? Franchement, c'est fou, c'est fou. Par le biais de ces facteurs positifs, tu as de grandes chances de pouvoir développer tes cuisses du coup. Lorsque tu t'écroules sous la barre, tu as plus de facilité à en sortir que quelqu'un qui est en demi-squat, qui n'a pas l'habitude d'aller joncher le sol. Et ça, j'ai remarqué quand j'étais en demi-squat, j'étais en PLS lorsque j'arrivais pas à remonter la barre. Par contre, depuis que je fais des squats cul à terre, je n'ai plus peur de la barre et si je reste bloqué, j'arrive à m'en sortir très facilement. Les inconvénients du squat à terre, faut pas se leurrer, c'est ultra physique. Hein. Quand tu passes la parallèle, mon pote, tu es en position PLS, c'est indéniablement l'exercice qui va te demander le plus d'énergie, je pense. Je te parle du vrai squat. Quand tu es tout en bas, mon pote, tu as les muscles qui sont en position faiblesse extrême. C'est là où tu as entre guillemets le moins de force. Tu es obligé de revoir tes charges. Et ça, c'est pas donné à tout le monde hein, de revoir ses charges sur le squat. Lorsque tu es au plus bas du mouvement, tu as l'impression de soulever une montagne. Par contre, lorsque tu passes la parallèle, mon pote, tu as l'impression d'avoir une plume sur le dos. C'est vraiment un différentiel énorme qui peut se classer dans la catégorie inconvénient. Parce que de ce fait-là, tu peux pas profiter d'une résistance permanente sur toute ton amplitude. Et bien sûr, il y a le problème mécanique, le problème santé. Même si stretch, même si mobilité, même si prévention accrue, même si tout cela, si tu fais 10-15 ans de squat où tu te donnes, tu as un développement des cuisses énorme et tout, tu vas user la machine et ça c'est normal entre guillemets. J'y crois moyen sur le fait que le squat est 100% safe pour les genoux et tout cela. Après, il faut bien prendre en compte que ça n'arrive pas du jour au lendemain, qu'avec le temps, tu mûris et tu arrives à voir d'autres solutions par rapport à tes problèmes pathologiques. De toute manière, quoi qu'il en soit, si tu cherches la performance dans le sport, c'est-à-dire un développement poussé de tes muscles, une performance accrue, avoir des grosses perfs, mettre lourd, tout cela les gars, tout ça, ça se paye. La performance n'a jamais apporté la santé. Pour moi, c'est de l'utopie. Hein. Combien de joueurs pro tu suis sur les saisons qui se sont pétés, t'entends dire oui, il s'est blessé, du coup on ne le verra pas pour les prochains matchs. Ça fait partie du jeu. Ne crois pas que ton bench à haltère avec 60 kg c'est safe pour tes coudes. Ne pense pas cela. C'est sûr que si tu fais ton petit jogging du dimanche, que tu fais 20 abdos, 30 abdos une fois tous les 2 jours, que tu fais un petit peu de développé haltère, oui c'est que du plus. Mais quand tu passes sur la catégorie poney, brave poney comme nous, alors là non, tu peux te douter qu'au bout d'un moment tu vas te péter. Les blessures font partie du jeu, elles t'apprennent à devenir meilleur, elles t'apprennent logiquement à pas recommettre la même erreur, même si des fois tu as besoin de la faire 2 ou 3 fois pour être sûr du coup. D'ailleurs je me suis perdu avec tout cela. Les avantages du demi-squat, messieurs, on y vient, il y a des avantages, oui. Qui prône le demi-squat? Les modernes. Les modernes prêchent pour une amplitude réduite. Par ce terme moderne, nous voulons signifier qu'il s'agit d'une tendance très répandue chez les bodybuilders professionnels actuels. Mais pas que chez les professionnels du bodybuilding les gars, les pratiquants aussi qui cherchent cette excuse. Les pros, en grande majorité, descendent assez peu dans leur exercice de cuisse. Ils peuvent se le permettre vu la grande diversité des appareils auxquels ils ont accès. Par exemple, je pense à des gens qui ont des cuisses énormes. Ils arrivent au demi-squat, tu as déjà les ischios qui touchent les mollets. Le taf est déjà presque fait. Plus on prend de la masse, plus les exercices deviennent faciles. On peut se poser cette question également. Un bodybuilder, il va souvent travailler de manière isolée ses muscles, c'est-à-dire qu'il va taper dans le haut de la cuisse sur une première partie d'entraînement et peut-être le bas de la cuisse sur une autre partie de l'entraînement. Autrefois, lorsque aucune machine à quadriceps n'était disponible, le squat complet était le passage obligé pour faire les cuisses. Et j'imagine bien le vieux. Écoute, la presse à cuisse est prise, le hack squat est pris, tu vas faire du squat pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et je pense que ça devait être comme ça. Mais la stratégie est maintenant de mettre le plus lourd possible, mais de ne descendre que de 20 à 40 cm. Point de vue de chacun, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va pas se leurrer, étant donné qu'on est en demi-amplitude, on va pouvoir bien focaliser sur le quadriceps et donc être dans son plein développement, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est souvent une excuse ou une excuse avérée de certains bodybuilders qui disent « je fais des demi-amplitudes, comme ça je vise le quadriceps ». Ce qui est vrai, mais des fois, au fond, c'est souvent pour dire « je suis nul si je descends sous la parallèle », parce que c'est ça le message caché aussi. L'avantage, c'est qu'on a une position mécanique la plus puissante par rapport au squat entier où quand tu dépasses la parallèle ça devient extrêmement lourd. Le mouvement est moins physique, ça tu l'as vu qu'il était moins physique mon pote, parce que le nombre de gars que je vois pas aller en dessous de la parallèle et qui peuvent te bombarder je sais pas combien, j'ai fait des 180 kg x 12 tranquillou entre guillemets, t'as pas
vaste perte d'énergie que quand tu passes la parallèle, mon pote, tu le sens que tu as passé la parallèle. C'est intéressant de voir à combien de reps tu peux faire à 100 kg par exemple au-dessus de la parallèle et combien de reps tu arrives à faire à 100 kg en dessous de la parallèle. Et tu verras que le chiffre, il est franchement différent. On peut mettre plus lourd, et oui, on peut mettre même anormalement plus lourd. Le risque de finir avec une amplitude de 5-10 cm en prétextant vouloir mettre absolument le plus lourd possible. Et ouais, on en y vient et c'est un gros inconvénient là-dessus. Étant donné que tu vas pas chercher en dessous de la parallèle, tu as zéro étirement et aussi du coup zéro taf sur les ischio-jambiers. Et le fait d'avoir une différence ischio-jambier quadriceps, quand tu as un quadriceps énorme avec un ischio-jambier faible, ce différentiel peut être une source de pathologie de genou. Donc même si il est safe sur la physio de l'exercice le genou, sur le long terme, il peut aussi, je pense, créer des petits problèmes là-dessus. Forcément, en général, les gens qui restent en demi-amplitude, ça va être des gens qui vont compenser la petite amplitude par un plongeon du dos et de ce fait, employer les lombaires de manière anormale parce que en plus, on met ultra lourd dans cette position. Si tu as déjà senti tes lombaires le lendemain d'un squat où tu étais obligé de hyper cambrer pour pouvoir soulager un petit peu le travail qui a été effectué la veille, c'est que t'es pas bon. Il faut être un peu lucide et déterminer sa morphologie. Faut pas aller se blesser connement parce qu'on reste dans la perspective puriste. Lorsque je fais un squat, je n'ai aucune sensation sur mes lombaires, que ce soit sur le jour de l'entraînement ou le lendemain. À l'époque, j'avais des lombaires, mon pote, ils étaient en feu tous les jours après le squat. Petit aparté dans la vidéo, les quadriceps en forme de carotte. Est-ce que tu connais cela? Le gars, déjà s'il a pas de mollet, et si en plus il a les genoux, mon pote, il est pas entouré de masse, t'auras beau faire la technique des chaussettes longues avec le short qui arrive, on va te dire, mec, t'as les jambes à bouba. C'est morphologique, hein. Le quadriceps n'arrive pas jusqu'au genou. On a des très longs tendons, ils ne vont pas garnir la masse autour du genou, donc ça va direct donner cette impression de visuel fin. Le délire, ça serait de vouloir travailler uniquement la fibre basse du muscle, mais c'est quand même assez compliqué en soi. Et après, on a un autre type des formes carottes qui sont dotées de cuisses, on va dire, bien fournies avec des vastes qui descendent bien. Dans le livre, il est marqué que ça pouvait être comparé à des muscles de sprinter, comme on peut voir en athlétisme. Les sprinters ont le tour de cuisse, donc plus bien énorme sur le haut de la jambe, parce que le recrutement moteur va être essentiellement sur la partie haute de la cuisse. Je ne connais pas en sprint, mais je pense qu'on va rechercher la performance là-dessus et qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à aller hypertrophier la cuisse sur sa globalité. Même si un développement de la cuisse sur sa globalité, c'est très rare. Donc la solution, ça serait de réapprendre un muscle à évoluer sur toute une amplitude et ne pas mettre directement trop lourd. Ce que je te conseille pour la répartition des charges sur ton entraînement, si tu veux éventuellement essayer de compenser ce muscle carotte en début d'entraînement des cuisses, d'essayer de viser des amplitudes longues au squat, au half squat, tout cela, avec des charges ultra modérées. Fin de séance, on tape sur des exercices demi-amplitude qu'on a l'habitude de faire avec les charges que l'on met, les charges en lourd, je veux dire. Comme ça, tu auras eu une espèce de préactivation sur ton début de séance et tu auras du coup une meilleure appréhension des mouvements des différents exercices du bas du corps et tu auras une meilleure connaissance également de toi-même. Et voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça va vous aider sur le choix des exercices, des séries, enfin un petit peu tout cela. C'est vrai que sur le squat, on entend un peu de tout. On n'oublie pas le petit pouce bleu et le petit commentaire en bas de la vidéo. Et puis c'est tout, hein, ça m'aidera toujours. Merci bien les gars, ciao ciao. Un petit coup de pub pour terminer.